Bien, mes chers collègues, nous poursuivons le cycle de nos auditions sur le projet de loi de finances pour 2023 en accueillant Sarah El Haïry, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées et du ministre de l'Éducation nationale, chargé de la jeunesse et du service national universel, et Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de l'économie sociale et solidaire, et pour ce qui concerne la commission de la vie associative. Mesdames, je vous remercie de vous être rendues disponibles pour venir commenter à deux voix devant notre commission les crédits mis à votre disposition dans le PLF 2023, en particulier ceux du programme 163 Jeunesse et vie associative. Avec un total de 837 millions d'euros répartis entre quatre actions: le développement de la vie associative, les actions en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire, le développement du service civique et le financement du service national universel. Ce programme voit ses moyens augmenter pour la 5e année consécutive. Au-delà de la progression de ces crédits, sans doute bienvenue, cette audition est aussi l'occasion pour nous de vous entendre présenter les grands axes des actions que vous souhaitez entreprendre en faveur de la jeunesse et de la vie associative. Je pense bien entendu à la montée en charge du service national universel. Nous avons eu plusieurs occasions Nous avons parlé à plusieurs occasions, qui, après avoir été fortement perturbé par la crise sanitaire, évidemment, peine encore à atteindre les objectifs quantitatifs fixés par le gouvernement. Nous interrogeons évidemment sur la suite. Est-ce qu'il y aura une généralisation du SNU? Je suis sûr que notre rapporteur vous interrogera sur ce sujet. Je pense aussi au financement des missions de service civique qui ne bénéficieront plus, comme en 2022, des 200 millions d'euros issus du programme cohésion de la mission du plan de relance. Je pense enfin au secteur associatif qui aurait perdu près de 15% de ses bénévoles entre 2019 et 2022, selon une étude récemment publiée par France Bénévolat et Recherche et Solidarité. Les travaux réalisés par notre commission ont mis en évidence la fragilité des associations et le rôle essentiel qu'elles jouent dans la création et le maintien du lien social sur notre territoire. Que prévoit donc le budget 2023 pour leur rendre le dynamisme que certaines ont, semble-t-il, perdu au cours des 2 années écoulées, celle de la crise sanitaire évidemment? Après votre intervention, je donnerai la parole à notre rapporteur budgétaire, Jacques-Bernard Magnier, puis aux orateurs des groupes et enfin aux autres membres de la commission qui souhaitent vous interroger. Je rappelle que cette audition est captée et diffusée en direct sur le site du Sénat. Mesdames les secrétaires d'État, je vous laisse à présent la parole. Je ne sais pas qui commence. Madame El Haïry. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les sénateurs, chers collègues. Le programme jeunesse et vie associative que je porte aujourd'hui avec ma collègue Marlène Schiappa regroupe effectivement une partie des crédits alloués en faveur de la jeunesse et également du soutien associatif. Comme vous le savez, l'effort budgétaire de la nation en faveur de la jeunesse dépasse très largement, et je le dis chaque année, le programme 163 bien sûr, puisque la jeunesse aujourd'hui, son budget est porté par l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la culture. Mais ce programme en particulier, Jeunesse et vie associative, c'est la partie de l'éducation informelle, celle dont on a besoin pour accompagner nos jeunes et appuyer le secteur associatif. Chaque crédit de ce programme est une politique publique qui bénéficie concrètement aux jeunes sur nos territoires, parce qu'elles sont construites avec le monde associatif et les services déconcentrés, mais en articulation systématique et automatique quasiment avec nos collectivités territoriales, parce que cette collaboration dans l'intérêt de nos jeunes ne peut s'inscrire et s'écrire comme cela. Agir pour la jeunesse, c'est prendre en considération toute sa diversité, l'accompagner tout au long de son émancipation. Agir pour la jeunesse, c'est apporter des réponses concrètes, adaptées, pour que chaque jeune puisse trouver sa place et son chemin. Agir pour la jeunesse, c'est l'accompagner vers l'autonomie, en facilitant aussi l'accès à l'information, lutter concrètement contre le non-recours. C'est aussi l'aider à se projeter dans l'avenir en lui donnant les moyens de penser et de construire son projet de vie. Agir pour notre jeunesse, c'est déployer des solutions aussi afin de lui léguer un avenir prometteur et soutenable, et refuser en tout cas les déterminismes sociaux et territoriaux en donnant à chaque jeune, quelle que soit son origine sociale ou géographique, les mêmes chances de réussir, de s'engager. Agir pour la jeunesse, c'est développer cette société de l'engagement que nous chérissons, où chacun a pleinement sa place et surtout la ressent.
Agir pour la jeunesse, c'est évidemment aussi concrétiser la promesse républicaine du vivre ensemble, de la tolérance, l'accès au droit, à l'éducation et le renforcement de nos valeurs essentielles. Je pense aussi évidemment à la laïcité. Ces crédits liés aux politiques en faveur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative augmentent de 65 millions d'euros. Ça signifie 8,6% d'augmentation, et ça a été rappelé par le président, pour atteindre un objectif, en tout cas un budget à plus de 837 millions d'euros pour 2023. C'est un budget à la fois important, qui est renforcé bien sûr, mais qui est au service de deux grands axes que je vais vous présenter. D'abord, une forte mobilisation pour favoriser l'engagement de nos jeunes. Tout à l'heure, on parlait du bénévolat, mais c'est aussi comment on les accompagne vers plus d'autonomie, plus d'opportunités, et comment on soutient évidemment le développement de la vie associative. Ce programme est une fraction de l'effort de la nation pour soutenir, impulser, innover, mais aussi faire de la coordination interministérielle pour accompagner nos jeunesses. C'est aussi développer tous les aspects auxquels nos jeunes aujourd'hui sont confrontés. Je pense évidemment aux défis climatiques, aux questions de mobilité. Mais on pourrait en parler pendant des heures. J'ai fait le choix, pour apporter un certain nombre de réponses, de m'appuyer sur 4 mesures peut-être emblématiques et plus particulières qui sont les priorités de cette année. La structuration du secteur de l'animation, que vous connaissez tous et auquel vous êtes confrontés suite aux remontées des maires. Je pense au développement et au déploiement du service national universel, Monsieur le Président, sur lequel j'apporterai un certain nombre de réponses, bien sûr. Le soutien du tutorat et du mentorat. Et enfin, le développement du service civique en particulier. Sur l'animation, de mémoire, on a en novembre 2021 lancé une sorte de mobilisation générale des acteurs pour construire une sorte de renouveau de l'animation, et des mesures ont été proposées le 22 février dernier. Il y a eu 2 grandes catégories de mesures. D'abord, des mesures exceptionnelles pour répondre à la pénurie, et c'était une demande des acteurs. Ça a permis, par exemple, de faire une aide exceptionnelle pour lever le frein financier de l'accès au BAFA de 200 € accordés aux jeunes. Alors même qu'on avait budgété 20 000 aides, on a eu 25 000 demandes et on a trouvé les moyens de financer les 25 000 demandes compte tenu aujourd'hui de la difficulté et de la pénurie de recrutement. Mais aussi l'engagement et la reconduction du plan mercredi, par exemple, qui a été conforté. Et enfin, le fait de réduire, de raccourcir le délai d'obtention du BAFA, parce qu'en lien avec les organisations de formation, on perdait un certain nombre de jeunes par rapport à la durée ou à la tenue des jurys en particulier. Il y a quelques semaines, j'ai signé également l'abaissement de l'âge du début de formation à 16 ans, et j'ai eu l'occasion de visiter les premiers jeunes qui commençaient leur formation à 16 ans, puisque se préparent à encadrer dès 17 ans cet été un certain nombre de centres aérés, par exemple. Ces mesures sont nécessaires, utiles bien sûr, elles portent des fruits, mais ça nous demande aussi une transformation plus structurelle, en réalité, du monde de l'animation, en s'appuyant d'abord sur la confiance des parents. C'est comment on fait ce continuum éducatif entre l'éducation formelle et l'éducation informelle, comment on améliore aussi les conditions d'attractivité de ces métiers. Je pense évidemment à la lutte contre le temps partiel subi, à la question du parcours, à l'évolution des parcours. Répondre aussi à des craintes aujourd'hui qui sont portées sur quelles sont les formations pour prévenir des violences sexuelles et sexistes. Je pense en particulier aux accueils collectifs de mineurs avec hébergement. Et donc, la démarche qui a été la mienne, c'est de mettre autour de la table les acteurs, de mettre en lumière les meilleures pratiques, d'abord pour aller répondre à ce besoin de sécurité et de confiance. De l'autre côté, c'est avec beaucoup de détermination que nous travaillons sur la reconnaissance de ces métiers du lien qui sont aujourd'hui si essentiels. Avec le déploiement du service national universel, nous arrivons à une sorte de momentum, Monsieur le Président. J'ai eu l'occasion, devant votre commission, de présenter année après année les étapes, les évolutions, les difficultés aussi qu'on a connues. Aujourd'hui, quand je dis nous sommes à un momentum, sous l'ancien quinquennat, on a fait plusieurs expérimentations. La délégation à une association, l'organisation très centrale par la direction de la JEVA, donc de la jeunesse, la vie et de la vie associative au niveau national, en s'appuyant sur, au contraire, les services déconcentrés sur nos territoires. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le service national universel, dans un moment où nous vivons une accélération des défis climatiques, nous avons eu un été avec des catastrophes climatiques particulièrement intenses. Je pense aux inondations, aux feux ou encore à la tornade dans le Pas-de-Calais il y a quelques semaines. Des défis de cohésion nationale. Nous avons une jeunesse, pour une partie d'entre elles, qui ne se croise plus, qui ne fait plus ensemble. Et
qui n'a plus de commun. Et donc, comment recréer, susciter une culture de l'engagement autour de valeurs communes, mais aussi augmenter la résilience de notre pays. Et par le mot de résilience, je pense à cette éducation à la sécurité civile, je pense évidemment au retour de la guerre de haute intensité sur notre continent, et enfin à la nécessité aussi de comprendre comment fonctionne notre démocratie et de créer ces rencontres si précieuses avec les élus nationaux que vous êtes ou les élus locaux, pour rappeler que la démocratie est une cause qui nous est bien chère et que la citoyenneté et le civisme, ça s'apprend. Ça s'apprend tout au long de la vie, bien sûr, mais ça s'apprend au plus jeune âge d'abord. Nous avons un certain nombre de jeunes qui s'abstiennent ou ne prennent plus peut-être suffisamment acte de l'importance de l'expression démocratique ou de la relation avec nos institutions. C'est tout l'idée, évidemment, du service national universel. Alors, il est toujours composé de 2 phases, le séjour de cohésion et d'une mission d'intérêt général qui a vocation à faire découvrir aussi l'importance et le pouvoir d'agir de chaque jeune au sein d'une collectivité, au sein d'une association ou au sein de nos sapeurs-pompiers, au sein de nos gendarmeries, mais en tout cas au sein des acteurs du quotidien. Il poursuit son développement avec une phase d'engagement plus longue, qui est la phase 3, qui peut prendre la forme d'un engagement dans nos réserves, réserves civiles ou militaires, je pense à la réserve de l'éducation nationale, à les réserves de nos armées, ou au sein du service civique que j'aurai l'occasion de redévelopper. Poursuivre son engagement et son déploiement, puisque c'est la demande du président de la République, demande d'une augmentation budgétaire de 30 millions cette année, pour arriver à un budget de 140 millions, mais surtout, c'est quel va être le SNU de demain. Soit il y a 2 hypothèses qui sont étudiées, soit effectivement ça intègre le temps scolaire et donc ça devient un temps d'application de l'éducation civique et morale et donc une mise en œuvre et une mise pratique d'un parcours de citoyenneté. Et donc comment on le généralise en l'intégrant pleinement dans les référentiels de compétences scolaires. Et donc ça s'adresserait principalement à des jeunes de seconde ou de première année de CAP. Soit on va aller chercher effectivement encore plus d'attractivité, on lève des freins qui aujourd'hui sont réels. Je pense aux jeunes qui sont en lycée, par exemple, professionnel, pour qui les séjours de cohésion tombent pendant leur stage professionnel, ou les lycées agricoles, où pareil, il y a des conflictualités de calendrier. Pour cela, nous développons d'autres séjours, des séjours en dehors de ces temps qui sont des temps particuliers pour les jeunes en lycée pro et en lycée agricole, mais également pour des jeunes qui, après une présentation très ambitieuse, me disent en regardant les yeux, « Mais madame, moi je travaille l'été, et donc je ne peux pas faire un séjour de cohésion alors même que je suis engagée. » Lever ces freins, c'est le rendre aussi plus accessible évidemment un maximum de jeunes. L'enveloppe allouée cette année, c'est pour poursuivre un développement et un déploiement pour 64 000 jeunes. Ce sont les enjeux de cette année en particulier. Amplifier aussi le plan mentorat. Il a été lancé le 1er mars 2021 avec un objectif de développer un réseau, une conscience de l'autre et un accompagnement par des pairs. D'abord appuyé sur le plan Un jeune, une solution, le plan Un jeune, un mentor, est porté par un budget de 27 millions d'euros. Et c'est la mobilisation d'étudiants, de professionnels, mais aussi de jeunes retraités. C'est aussi la force du lien. Et le témoignage de ces pairs, je pense à quelques associations, Chemin d'avenir par exemple, qui accompagnent des jeunes ruraux vers les grandes écoles par le témoignage, ou encore Article 1, Télémac. Et si je commence à les citer, évidemment, c'est toujours le risque de la limite. Mais ce qui était intéressant, c'est aujourd'hui le collectif Mentorat qui se réunit et qui, par des actions communes, crée de la réelle innovation territoriale. Mon ministère porte une attention particulière au soutien des colonies de vacances également, parce que ce sont les principaux acteurs de ce renouveau du lien. Des séjours connaissent une baisse de fréquentation depuis une dizaine d'années et le nombre de départs aujourd'hui de mineurs se stabilise depuis 2018-2019. En 2021, c'est plus de 900 000 enfants et adolescents qui ont été pris en charge dans plus de 33 000 séjours avec hébergement. Ces temps de colonie sont des temps où on apprend aussi à vivre en collectivité, en commun, et ils sont absolument essentiels, d'où le soutien à Vacances apprenantes plus largement. Développer le service civique, c'est d'ailleurs le Sénat qui, dans sa grande sagesse en 2010, avait porté le développement du service civique et qui aujourd'hui touche plus de 600 000 jeunes qui font le choix de s'engager. Nous sommes aujourd'hui à plus de 145 000 jeunes qui ont effectué un service civique en 2021. La vocation, c'est qu'en 2022, ce soit stabilisé.
Vous me posiez, Monsieur le Président, la question sur le plan de relance, qui du coup n'est évidemment pas renouvelé. Pour autant, le budget du service civique continue d'augmenter avec 20 millions d'euros supplémentaires cette année, parce que sa dynamique est là, et en même temps, on a un marché du travail qui est plus favorable. Ma vraie crainte, et là où je suis extrêmement vigilante, c'est qu'il n'y ait pas de substitution à l'emploi et que le service civique reste en réalité un temps d'engagement, indemnisé bien sûr. Cette indemnisation a été augmentée compte tenu de l'inflation et elle est soutenue pour les familles, en tout cas les jeunes les plus en difficulté, par une aide supplémentaire sociale de 100 €. Ce qui est certain, c'est que, et c'était un des enjeux, c'est comment on fait pour que le service civique irrigue l'ensemble de nos territoires et que ce ne soit pas réservé aux territoires les plus urbains ou les plus denses. Et donc pour cela, nous travaillons avec les collectivités pour qu'un certain nombre de services civiques soient portés par des intercommunalités quand les communes sont à taille plus petite ou ne peuvent pas l'accueillir en tant que telle, soutenus parfois par des VTA qui permettent le développement et le déploiement sur certaines intercommunalités. En complémentarité, évidemment, mon ministère soutient l'éducation populaire. De façon préliminaire à nos échanges, voilà quelques éléments pour être concise, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Les enjeux forts qui sont ceux de cette année, toujours accompagner la jeunesse vers son émancipation, avoir une ambition forte pour développer la force morale de notre jeunesse dans un moment où les défis sont multiples, la culture de l'engagement, toujours, et de renforcer une cohésion nationale qui est plus que jamais bousculée. Je ne reviendrai pas sur les différentes atteintes à la laïcité, en particulier dans les lycées suite à des offensives sur les réseaux sociaux, mais plus que jamais, nous avons besoin de développer cette culture de l'engagement et de la développer sur l'ensemble des territoires, donc d'apporter des réponses spécifiques. Voilà, Président, de manière concise, les quelques éléments préliminaires. Merci, Madame la Secrétaire d'État, et sans plus tarder, je donne la parole à Madame Schiappa. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur pour avis, cher Jean-Bernard Magnier, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la Ministre, chère Sarah, je suis ravie de vous présenter cet après-midi la partie vie associative de cette mission sport, jeunesse et vie associative aux côtés de ma collègue, la secrétaire d'État Sarah El Haïry. J'en profite, si vous me le permettez, pour saluer la très bonne gestion financière des crédits de la vie associative par ma prédécesseure, qui me permet d'arriver avec des finances saines dans ce ministère. Et je veux commencer par rappeler en quelques chiffres en introduction le fait que nous avons en France 20 millions de bénévoles, soit environ un Français sur 3, et 1,5 million d'associations qui œuvrent au quotidien pour des causes qui leur sont chères. Et toutes et tous ici, du fait de vos expériences, bien évidemment, d'élus et d'élus locaux, vous connaissez les visages et les actions de ces femmes et de ces hommes bénévoles dans vos territoires qui donnent ce que nous avons tous de plus précieux, c'est-à-dire notre temps. Ce sont, je crois, les poumons de la vie démocratique et une formidable école de la citoyenneté par le culture du dialogue et du compromis qu'il faut toujours avoir au sein d'une association. C'est l'apprentissage du vivre ensemble et du travail en groupe. Et cependant, c'est vrai que ce secteur connaît et traverse une crise de l'engagement, ce lent délitement qui s'est accéléré à cause de l'épisode du Covid. Eh bien, nous tâcherons de poursuivre le travail pour l'inverser. C'est tout le sens de la feuille de route qui m'a été fixée par la Première ministre dans la continuité des actions conduites par ma prédécesseure, en articulant notre vision autour de 2 axes que nous partageons avec les acteurs, puisqu'ils ont été construits avec ces acteurs. 1, simplification, et 2, valorisation, qui se traduisent de la manière suivante. Sur le volet simplification d'abord, si je souhaitais le prendre sous un nom technique, si j'ose dire, je vous dirais que la ligne fonctionnement et numérique de la vie associative connaît un doublement de ses crédits en 2023 par rapport à l'année précédente et que nous avons choisi de le faire passer de 757 000 à 1,5 million. Alors, cela est vrai, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que nous voulons vraiment mettre une priorité sur le fait de faciliter la vie des associations et de doter l'État d'une meilleure grille de lecture de la vie associative territoire par territoire. Parmi les politiques publiques financées, nous trouvons donc des dispositifs complémentaires. Le compte asso, qui est en fonctionnement depuis le précédent quinquennat, qui est un outil numérique qui offre la possibilité aux associations de centraliser leurs informations. De nombreux renseignements du quotidien, des démarches administratives, des demandes de subventions peuvent aussi passer par ce biais. Et l'idée générale est vraiment simple, c'est la ligne conductrice du « dites-le nous,
une fois vis-à-vis de ces associations. Donc c'est une simplification puisqu'en plus de dématérialisation, nous limitons aussi les doubles saisies. À terme, l'objectif, c'est d'en faire un vrai guichet unique de la vie associative pour permettre de réduire le temps administratif, de le transformer en cœur de métier du temps associatif, si j'ose ce terme, et surtout de lever la charge mentale finalement du dirigeant associatif comme du bénévole. Ensuite, nous finançons donc le projet Data Asso. C'est une véritable banque de données de la vie associative. Son but, c'est d'obtenir des données pour renseigner la puissance publique sur la vitalité de la vie associative d'un territoire, mais aussi de faire connaître le tissu associatif local aux habitants pour encourager et dynamiser ces volontés d'engagement. Pour cela, une carte interactive est disponible sur le site. Un travail de déclinaison au niveau des organes publics territoriaux est à l'œuvre pour qu'elles puissent là aussi valoriser les associations de leur territoire. Enfin, data subvention. Si la simplification est un enjeu pour les associations, je crois que c'est aussi un enjeu pour l'État. Ainsi, cette interface interministérielle développée par une start-up d'État doit améliorer la lisibilité des subventions versées aux associations. Les services qui reçoivent des demandes et attribuent les subventions aux associations accèdent aux informations déjà disponibles sur ces associations, données administratives, subventions déjà versées, subventions en cours d'instruction. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faciliter leur analyse, gagner là aussi du temps administratif, mais côté État, éviter de multiplier les allers-retours en demandant plusieurs fois le même justificatif et ainsi éclairer la prise de décision. Je pense que c'est fondamental parce que je veux vraiment construire un pacte de confiance entre les services de l'État et les associations. Et j'ai eu l'occasion d'être ministre, secrétaire d'État dans d'autres ministères précédemment. Et j'ai vu à quel point, année après année, on a tendance à redemander les mêmes informations aux associations, alors qu'en réalité, en 7 ans, j'ai pu financer des associations dont, bien évidemment, l'objectif et la raison d'être n'a pas varié d'une année sur l'autre. Je pense à des associations qui existaient déjà depuis 10 ans, qui existeront probablement encore dans les 10 prochaines années et auxquelles nous n'avons pas besoin de redemander sans cesse leur raison d'être, leurs objectifs, leurs effectifs, etc. Autre ligne alimentant les dynamiques de simplification, animation de la vie associative et les centres de ressources et d'information des bénévoles. Elle connaît là aussi une augmentation de ses crédits qui porte le total à environ 3 millions d'euros, principalement concentrés d'ailleurs sur le financement de guides asso. C'est une très forte demande de la part du secteur associatif. L'idée ici, c'est de faire en sorte que les associations d'un département, quand elles cherchent une information, puissent trouver l'information en proximité, au plus près d'elles-mêmes, en tapant à la bonne porte. Donc pour cela, Guide Asso, par l'intermédiaire du mouvement associatif et du délégué départemental à la vie associative, met en réseau l'ensemble des structures qui accompagnent les associations pour les orienter dans leur démarche et dans leurs projets, dans une logique vraiment de parcours et d'accompagnement. Il est déjà présent dans 3 régions, Centre Val-de-Loire, Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-France. Il s'étendra à 3 autres régions, Bretagne, Normandie et Pays de la Loire, chère Sarah, pour l'année à venir et avec l'objectif de s'étendre à l'ensemble du territoire pour 2024. Vous l'avez compris, comme je le disais, nous voulons vraiment travailler à tisser ce pacte de confiance avec les associations, fluidifier encore plus leur relation avec l'État et leur permettre de s'épanouir là où est leur vocation, c'est-à-dire en créant du lien sur le terrain. C'est aussi indirectement une politique d'attractivité des bénévoles et d'attractivité des salariés dans les associations. Nous avons reçu beaucoup de témoignages de bénévoles qui s'engagent dans des associations et qui finalement s'en vont au bout de quelques temps parce qu'elles n'étaient pas venues pour remplir de la paperasse pendant plusieurs heures par jour ou par semaine. Et donc, en simplifiant ce volet administratif, nous travaillons aussi indirectement à fidéliser et à attirer de nouveaux bénévoles, et singulièrement dans les jeunes générations. Le deuxième axe, sur le volet valorisation-soutien. Je reviendrai dans un premier temps sur le FDVA, que vous connaissez bien, le Fonds de développement de la vie associative. Vous en connaissez toutes et tous l'importance dans vos départements et je ne doute pas qu'il y aura des questions et des échanges sur ce sujet dans notre temps d'échange. Ça reste la principale source de soutien à la vie associative locale et c'est un fonds, je veux le dire, qui a permis de financer 12 000 actions
donc 80% dans des petites associations. Son montant pour l'année à venir est constant par rapport à l'année 2022 avec 50 millions d'euros et une ventilation semblable, puisqu'il nous est apparu que sur la précédente année, cette ventilation était pertinente. Et elle se décompose donc de la manière suivante: 8 millions pour la formation des bénévoles, plus de 160 000 de nos concitoyens ont pu d'ailleurs en bénéficier au cours de cette année. 25 millions pour le fonctionnement et l'innovation, qui a permis d'ailleurs déjà d'accompagner 10 000 associations dans leurs projets d'évolution et de croissance. 17 millions pour le fonds de concours participation à financière privée ou publique au financement d'actions en faveur de la vie associative, autrement aussi appelé la quote-part sur les comptes inactifs. Ensuite, nous retrouvons le compte d'engagement citoyen. Il s'agit donc d'un dispositif, je crois, essentiel, puisqu'il rentre dans les logiques portées par le gouvernement depuis 2017, c'est-à-dire la formation tout au long de la vie et l'objectif de plein emploi. Il s'agit de permettre de valoriser l'engagement en crédit sur le CPF en justifiant d'heures de bénévolat, elles-mêmes validées par un dirigeant de l'association. À noter que, par exemple, le ministère de l'Intérieur a signé le 3 novembre dernier un décret permettant aux 200 000 sapeurs-pompiers volontaires de notre pays de faire valoir leur engagement via le CEC. Dans le champ de la reconnaissance et de la valorisation des diplômes, je veux ici aborder la question de la VAE, de la valorisation et de la validation des acquis de l'expérience. Vous savez que le gouvernement porte avec le ministère du Travail et mes collègues Olivier Dussopt et Carole Grandjean une réforme globale de la VAE dans le but de la simplifier et de la rendre plus large. Eh bien, nous voulons un focus et la Première ministre m'a demandé de travailler spécifiquement sur le sujet de la VAE bénévole. Trop peu de bénévoles savent qu'ils peuvent faire valoir leurs acquis de l'expérience du bénévolat pour le transformer en diplôme. Et donc, notre mot d'ordre, c'est de dire transformez votre expérience de bénévolat en diplôme, tout simplement. Nous travaillons à cet égard à la création d'une plateforme qui permettra très simplement et facilement de savoir à quel diplôme, en tant que bénévole, on peut avoir accès. Et je veux aussi qu'on puisse obtenir des certifications quand on a, par exemple, exercé la tâche de trésorerie d'une association, organisé des événements ou travaillé dans le champ sanitaire et social. C'est un lien fort entre l'engagement bénévole et la sphère professionnelle. Je voudrais vraiment le renforcer. D'abord, je crois que ça permet de venir valoriser un temps donné pour l'intérêt général. On sait que quand on est bénévole, ce n'est pas toujours facile et reconnu auprès de nos proches, auprès de notre famille, que de dire qu'on va passer du temps, qu'on n'est pas obligé de donner et qu'on va ressortir le dimanche après-midi, ressortir le soir pour s'engager au service de l'intérêt général. Ce diplôme, il vient d'une certaine manière valoriser cela de façon très positive. Et puis, c'est aussi une manière de s'inscrire dans l'objectif plein emploi voulu par le président de la République et le ministre du Travail et du plein emploi pour dire que parfois, quand on souhaite se reconvertir, eh bien, on peut aussi passer par le biais de la VAE après un passage de bénévole dans une association. Je pense également que ça répond à la quête de sens qu'on évoque très souvent des salariés et aussi à l'attrait de plus en plus fort des employeurs pour ce type de compétences. Enfin, pour récolter les bonnes pratiques, mais aussi les difficultés des bénévoles sur le terrain, et pour alimenter notre co-construction de politique publique, j'ai lancé en octobre dernier dans l'Orne le Tour de France du bénévolat. L'idée, c'est de réunir à chaque fois sur une demi-journée dans chaque département des associations qui agissent dans des champs très différents: culture, sport, environnement, égalité des chances et des droits, sanitaire et social, etc., au sein d'un même département, et d'animer un atelier autour de 4 thématiques: la gouvernance, la valorisation de l'engagement, la formation des bénévoles et la coopération avec les associations. Ces déplacements, ils sont aussi l'occasion de mettre en avant les bénévoles particulièrement impliqués depuis des années en leur décernant des médailles. Et je tiens à dire aux parlementaires, aux sénateurs et aux sénatrices ici présents que je tiens à votre disposition, si vous le souhaitez, des médailles également du bénévolat, si vous souhaitez vous-même en décerner dans vos circonscriptions à des bénévoles particulièrement engagés. C'est une opération qui aura lieu sur l'ensemble du territoire hexagonal comme ultramarin. Je serai très heureuse aussi de répondre à vos invitations si vous le souhaitez pour venir. Et tout ce travail s'inscrit dans cet objectif de faire en sorte que l'engagement bénévole et plus largement la vie associative irrigue véritablement notre société avec
ces deux grands objectifs, de simplifier, de valoriser. Vous l'aurez compris, mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs, l'État a un regard attentif aux difficultés que connaît le monde associatif. Nous ne les méconnaissons pas et au contraire, nous voulons aller à leur rencontre pour y apporter des réponses et nous menons pour cela les chantiers nécessaires aux côtés de ces acteurs structurants et importants de nos territoires qui sont aussi des vecteurs de lien social, de l'intérêt général, pour leur permettre de toujours mieux exercer leur raison d'être, c'est-à-dire cet intérêt général, justement. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Première question de notre rapporteur Jacques Bernard-Magnier, qui a noté avec beaucoup d'intérêt ce que vous avez dit sur les colonies de vacances. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les secrétaires d'État, merci pour les présentations que vous nous avez faites de ce budget 163, qui représente 837 millions d'euros, vous l'avez rappelé, mais qui est un budget essentiellement à destination du service civique avec 518 millions d'euros et le service national universel 140 millions d'euros. Donc déjà 658 millions sur 837, il ne reste pas beaucoup pour le reste des actions de la vie associative ou de la jeunesse que ces dispositifs-là. En tout cas, Madame la secrétaire d'État chargée donc, de la vie associative, j'ai bien entendu votre volonté d'un pacte de confiance avec les associations. J'espère qu'il n'y avait pas de pacte de défiance jusqu'à maintenant. Ce n'est pas ce que vous avez pu ressentir. Pour avoir auditionné beaucoup de têtes de réseau du monde associatif de ce pays, je pense que les associations sont dans l'attente et toujours prêtes à participer aux actions qui sont initiées par le gouvernement, quels qu'ils soient, par les gouvernements successifs en faveur du monde associatif et de la vie citoyenne. Vous l'avez rappelé toutes les deux. En tout cas, pour ce qui me concerne, je voudrais noter simplement, vous avez parlé du compte d'engagement citoyen, Madame la secrétaire d'État, mais il est en diminution considérable puisqu'on passe de 15 millions d'euros en 2022 à 6 millions d'euros dans le projet de budget. Alors, est-ce que cela signifierait que ce dispositif ne fonctionne pas ou est-ce qu'il aurait besoin de vos soins pour qu'il fonctionne mieux, qu'il soit mieux connu des bénévoles qui devraient en être bénéficiaires? Et puis, vous avez parlé du Fonds de développement de la vie associative. C'est vrai que c'est un sujet important qui a été, avec deux grandes branches pour la formation des bénévoles et pour l'aide au fonctionnement des associations, et qui a été alimenté avec les 25 millions de la réserve parlementaire. On se plaît à le rappeler parce qu'en 2017, on nous a amputé de quelque chose dont on se servait non pas pour faire du clientélisme, mais pour essayer d'aider à la fois nos associations et nos petites collectivités. En tout cas, maintenant, c'est du passé. Et puis, il y a aussi quelque chose d'important qui alimente ce FDVA, ce sont les fonds inactifs des comptes bancaires qui ont enfin pu être versés. 17,5 millions cette année prévus. Là aussi, je vous pose la question, est-ce qu'il ne serait pas bon d'essayer d'augmenter la quote-part qui est actuellement de 20% de ces comptes? Et lorsqu'on avait beaucoup débattu pour essayer d'obtenir un peu d'argent pour le monde associatif, enfin, on avait obtenu 20%, mais comme ce sont souvent des comptes associatifs, est-ce qu'on ne pourrait pas obtenir une quote-part un peu plus importante qui viendrait abonder encore le FDVA dont vous avez parlé et qui est un outil important pour la formation et aussi pour les petites associations? Madame la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel, vous nous avez... Alors, je vais parler tout de suite du service national universel puisque vous nous en avez parlé. Le bilan 2022 n'est pas bon, vous l'avez dit vous-même, vous le savez. 50 000 prévus, 110 millions au budget, 32 000 réalisés. Quelle conclusion en tirez-vous? Vous allez nous le dire, parce que c'est quand même un échec sur une année sur laquelle on comptait voir un développement assez impressionnant, puisque vous aviez prévu le double, 50 000 personnes, 50 000 jeunes. Et puis ensuite, les 110 millions, est-ce qu'ils ont été consommés? Parce que si on prévoit 110 millions pour 50 000, est-ce qu'on dépense 110 millions pour 32 000? Auquel cas, ça fait cher le service national universel. Par rapport aux prévisions de 2023 que vous nous avez présentées, 140 millions cette année, soit 30 millions de plus, 64 000 jeunes prévus, soit le doublement de ce qui est réalisé cette année, ça nous inquiète un peu, ça nous préoccupe de savoir, quand on voit le résultat qu'il y a pu y avoir dans les années précédentes, même si les années Covid, effectivement, ont été pénalisantes, mais tout cela et le budget qui est attribué à ce SNU fait pâlir le reste du monde associatif, je peux vous l'assurer, pour l'avoir constaté lors des auditions qu'on a pu mener ici avec mes collègues sénateurs et sénatrices.
Alors, Madame la secrétaire d'État, est-ce qu'il ne serait pas bon, en 2023, de faire un point sur ce service national universel? Est-ce qu'on pourrait enfin avoir un débat parlementaire là-dessus, et puis se dire que ce sera peut-être difficile de le généraliser à 800 000 jeunes, pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons d'adhésion, tout simplement. Donc je pense que nous sommes au milieu du gué, et je pense que vous le savez, il va falloir maintenant essayer de trouver une solution, savoir si on continue ou si on arrête, j'espère. Enfin, je n'ai pas dit que j'espère qu'on arrête, mais j'espère qu'on ait le débat pour savoir. Et puis, ne pourrait-on pas aussi revoir un parcours citoyen qui commence à l'école élémentaire? Alors, vous avez parlé des colonies de vacances, vous savez qu'elles me sont chères. Et on vous proposait l'année dernière un amendement, je ne l'ai pas refait cette année, ce n'est pas la peine, on ne va pas recommencer les choses qui ne marchent pas, de soutenir un pass colo pour que les classes moyennes puissent revenir aux colonies de vacances, parce que ça coûte cher, mais aussi ça peut être incitatif, parce que vous savez bien comme moi qu'un colon peut devenir un moniteur, un animateur, et que le BAFA dont vous parlez, et sur lequel vous avez fait des efforts cette année, je le reconnais, pourrait faire partie d'un parcours qui ferait que colo, BAFA, service civique serait un tout qui pourrait, alors peut-être s'appeler service national universel cette fois-ci, parce qu'il pourrait finir par concerner tous les jeunes à un coût qui serait certainement moindre que celui qu'on envisage avec ce séjour de 15 jours de séjour de cohésion qui nous paraît bien difficile de mettre en place pour tous les jeunes de ce pays. Et enfin, je dirai un mot sur le service civique. Il augmente cette année effectivement de 4%, mais c'est inférieur à l'inflation qui sera enregistrée, on le sait, en 2023. Donc réellement, il stagne. Pourtant, je pense que c'est un dispositif qui est très utile, qui est pertinent pour tous les jeunes qui là sont volontaires et qui sont nombreux. Ils sont plus nombreux que ce que l'on peut en retenir. Voilà des questions que je voulais vous poser, mesdames les secrétaires d'État. Je vais vous laisser répondre à cette première série de questions. Non, on répond d'abord à celle du rapporteur et après on prendra les autres en série. Je vous en prie. Merci, pardon, j'ai perdu l'habitude en termes de modus operandi, mais je suis ravie de les retrouver. D'abord, pour répondre, monsieur le rapporteur, sur le sujet du pacte de confiance, vous avez tout à fait raison de me poser la question et je suis ravie de l'éclairer. Je ne considère pas qu'il y avait jusqu'à présent un pacte de défiance, pas du tout. En revanche, en tout cas pas de la part de l'État. En revanche, c'est vrai que, je le dis, j'ai été moi-même 10 ans présidente d'un réseau associatif. J'ai été élue locale. J'ai eu la charge pour le gouvernement des associations dans le champ de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. Ensuite, dans le champ de la laïcité, de la citoyenneté, désormais dans le champ plus large de la vie associative. Et j'observe que, effectivement, les associations sont noyées sous l'administratif. Moi, j'adore mon pays, je suis très patriote et je suis infiniment fière d'être française. Néanmoins, on a quand même une passion française pour la paperasse qui est réelle, qui existe. Et moi, tous les jours, j'ai des associations qui me montrent à quel point on leur demande des comptes sur des choses pour lesquelles on leur a déjà demandé des comptes il y a 6 mois, il y a 1 an, etc. Quand je parle de pacte de confiance, peut-être pour rentrer un petit peu plus dans le détail, je parle également de la manière dont on attribue les subventions. On est très précautionneux avec l'argent public et moi je me vante d'être très prudente et de ne pas donner facilement de l'argent public. Néanmoins, je pense qu'on pourrait gagner aussi à privilégier, et c'est un retour qui nous a beaucoup été fait par des associations mais aussi par des élus, les subventions de fonctionnement sur les subventions d'appel à projet et les subventions de plus long terme ou les CPO qui permettent aux associations d'avoir un peu de visibilité, de s'organiser et de porter leurs propres projets plutôt qu'être simplement mises dans la situation d'être opérateurs de services publics et de faire finalement la mise en œuvre de la politique publique décidée par le gouvernement, même si c'est très bien par ailleurs. C'est ça que je veux dire par ce pacte de confiance, c'est-à-dire de trouver la manière d'avoir un engagement véritablement réciproque en la matière. Je vais vous donner un exemple également. Il y a des obligations pour certaines associations au regard de la transparence dans leurs relations avec les élus. Moi, je ne confonds pas une association et un cabinet de lobbying. Un cabinet de lobbying, il sert des intérêts privés et c'est normal qu'il ait un travail de transparence très méticuleux, des comptes rendus à faire et des déclarations à faire quand il rencontre des élus pour servir ses intérêts. En revanche, une association qui va défendre la préservation des espaces naturels du Finistère ou la protection des femmes face aux violences conjugales ou tout autre type d'association que vous connaissez par cœur et depuis fort longtemps, j'estime qu'elle ne rencontre pas un élu pour servir son intérêt privé, mais pour servir l'intérêt général et qu'on pourrait donc dans ce cadre, par exemple, alléger les formalités qui lui sont demandées.
Donc c'est un travail un chantier que nous allons mettre en place, que de travailler sur cette simplification avec des consultations et des écoutes, des auditions d'associations et des ateliers pour arriver à trouver des solutions qui nous permettent de trouver un point d'équilibre encore plus poussé entre la confiance qu'on peut manifester concrètement aux associations et le soutien concret dans la durée, d'une part, et d'autre part, le fait pour ces associations de souscrire naturellement à un certain nombre de compte rendu de ce qui a été fait avec de l'argent public. Mais je pense que là aussi, on peut vraiment simplifier les choses et mettre la transparence au bon endroit. Mais ça, c'est un vaste débat public de qu'est-ce que la transparence et où est-ce qu'on doit mettre la transparence. Mais moi, je considère qu'une association est tout à fait dans son rôle quand elle rencontre des élus et qu'on peut peut-être sortir d'une ère un peu de soupçon à demander de rendre des comptes sur à peu près tous les faits et gestes d'une association à cet égard. Et donc, c'est le travail que nous allons tâcher de mettre en place, parce que c'est vraiment ce que nous ont dit les associations. Elles nous disent à chaque fois, mais faites-nous confiance, nous savons faire, nous existons depuis longtemps, nous sommes des associations reconnues, et nous avons besoin d'avoir de la confiance et de la vision sur le long terme, y compris sur ce que j'évoquais sur les subventions. Et je crois que là aussi, c'est extrêmement important. Sur le compte d'engagement citoyen, vous avez parfaitement raison, monsieur le rapporteur, sur votre analyse budgétaire du budget écoulé. C'est vrai qu'on a une sous-exécution du budget du compte d'engagement citoyen. C'est vrai qu'on a besoin de le faire encore plus connaître. Alors, il y a un travail qui a été initié à cet égard, mais on doit pouvoir encore plus faire de la pédagogie en direction des acteurs concernés sur ce contrat d'engagement. Rappeler qu'on peut reconnaître et valoriser l'engagement en permettant d'acquérir ses droits à la formation inscrits sur le CPF, 240 € par an avec une limite de 720 €. C'est vrai qu'il y a des conditions qui existent à l'heure actuelle, donc on doit pouvoir aussi peut-être à un moment, dans le cadre de ces consultations à Tour de France avec les associations, regarder si ces conditions sont pertinentes. Mais les conditions à l'heure actuelle, c'est que l'association doit avoir au moins 3 ans, qu'il faut être bénévole depuis au moins 1 an, justifié de 200 heures, dont 100 heures dans la même association. Et on sait que notamment les jeunes générations ont tendance à aller d'une association à l'autre, donc c'est une condition de plus. Il y a une possibilité néanmoins dès 16 ans, voire 15 pour les apprentis, et qui est, je le disais, élargie récemment aux pompiers et aux maîtres de stage. Et donc l'idée, c'est justement pour ça que ça avait été élargi aux sapeurs-pompiers volontaires lors du précédent quinquennat, et de faire en sorte que le décret qui avait été publié le 5 novembre dernier vise à simplifier justement cette procédure pour que les bénévoles éligibles s'inscrivent davantage. Donc là, ce sera tout un travail à faire de notre côté pour aller justement à leur rencontre et aller travailler avec eux. C'est le sens aussi du Tour de France du bénévolat. Moi, je veux vous dire vraiment que c'est un dispositif qui fonctionne. Je défends le dispositif, mais vraiment qui gagne à être connu. Et pour cette année, si on veut faire un budget qui ne soit pas insincère et qui corresponde vraiment aux objectifs réalisables et tangibles de l'année, le budget me semble dimensionné par rapport à ce qu'on peut viser, et notamment qui peut être aussi un premier pas vis-à-vis de la question de la VAE bénévole. En ce qui concerne le Fonds de développement de la vie associative, oui, vous avez tout à fait raison de rappeler son historique, et je sais qu'il est cher aux parlementaires, si je puis dire. Le fonds se divise en 3. Il y a oui, pardon pour l'utilisation du champ lexical financier. Le FDVA bénévole pour la formation à 8 millions. Le FDVA fonctionnement innovation à 25 millions. Et depuis 2020, la quote-part sur les comptes bancaires inactifs. Alors, l'enveloppe est discutée au niveau départemental, comme vous le savez, avec une partie égale pour tous les départements et une part variable sur les critères DGF et vitalité associative territoire par territoire. Mais sur les chiffres généraux et sur le financement, la ligne budgétaire du FDVA, elle reste dans un montant constant à 33 millions en 2022, en 2023 également. Et à ce stade, il me semble que c'est là aussi un budget qui correspond aux réalités. En termes de portage politique, je veux dire que c'est, à mon humble avis, un dispositif qui se déploie correctement avec l'ensemble des territoires et qui touche sa cible, en tout cas puisqu'on a une majorité de petites associations, si je puis dire, petites entre guillemets, qui en sont bénéficiaires, ou d'associations locales, territoriales. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit que le FDVA avait été créé dans les conditions que vous avez rappelées. Donc moi, j'ai plutôt le sentiment, si je regarde les choses objectivement, que jusqu'à présent, il a réussi à atteindre sa cible et qu'on a là aussi un travail pour le faire connaître. J'observe que de manière générale, sur le sujet des subventions, on a beaucoup d'associations qui pourraient prétendre à subvention
ou à financement public d'une manière ou d'une autre et qui ne répondent pas en réalité parce que ça prend du temps, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, parce que les procédures sont lourdes ou parfois même parce qu'elles ne le savent pas. J'ai rencontré beaucoup d'associations non financées, ni par l'État ni par les collectivités. Et quand je leur pose la question, elles me disent « Ah bon, on peut, mais comment on fait ça ?» Voilà. Donc ça fait partie aussi du travail qu'on va essayer de faire au niveau local pour aller dire à ces petites, entre guillemets, associations qui n'ont pas de permanent pour remplir ces documents, qu'elles peuvent aussi être éligibles à ce type de financement. J'espère avoir répondu à ces questions. Monsieur le rapporteur, sur les questions que vous posez concernant et le service civique et le service national universel. C'est clair, on est à un momentum. Quand je dis on est à un momentum, on est à un moment où on doit décider de quel va être l'avenir du service national universel. Mais ce que je vois, c'est peut-être que l'objectif quantitatif, il est ambitieux, c'est clair. Il était ambitieux en 2019, c'était 2000 jeunes. En 2020, on a eu la Covid. En 2021, on a fait 15 000 jeunes. En 2022, plus de 32 000. Chaque année, on double. Et donc, si vous regardez la courbe, cette année, en réalité, l'objectif, c'est de doubler l'année précédente. Donc, sur ces objectifs-là, c'est plutôt atteint. Mais moi, ma course, ce n'est pas une course à l'échalote au nombre, pour être tout à fait sincère et honnête avec vous. Ma question, c'est comment on va atteindre l'état final recherché. C'est-à-dire, pourquoi on le fait, dans le fond. Et le SNU, pourquoi on le fait, dans le fond, c'est pour qu'un jeune de Trappes, un jeune de Nantes et un jeune d'Aurillac, à un moment se retrouvent et apprennent des choses qui sont nécessaires à notre cohésion sociale et cohésion nationale. Ça veut dire quoi, très concrètement? C'est une première mobilité. C'est permettre à des jeunes qui ne partent jamais de se retrouver. À des jeunes, finalement, de se détacher de la présence des marques dans les lycées en portant un uniforme et vivre un temps de patriotisme. C'est vrai. D'avoir accès à aussi, en réalité, à un bilan de santé, à un moment donné, à un instant T. Alors oui, évidemment, on a les services de santé de l'école et dont on connaît l'état, bien sûr, aujourd'hui. Mais c'est aussi permettre à des jeunes de découvrir le patrimoine culturel, de leur permettre de passer le PSC1, les gestes qui sauvent, de savoir réagir en cas de catastrophe naturelle. J'en parlais tout à l'heure. Ce sont des apprentissages qui ne sont aujourd'hui objectivement pas faits au sein de nos établissements scolaires, puisque ce n'est pas la mission aujourd'hui. Il y a de la sensibilisation, il y a de l'éducation, il y a de l'information. Mais le SNU, c'est la mise en œuvre de tout cela avec un objectif de cohésion nationale très assumé. Par contre, là où je vous rejoins, c'est comment on fait aujourd'hui quand on n'a pas atteint l'objectif quantitatif de l'année dernière. Alors, je n'ai pas dépensé de l'argent plus alors que le nombre était moins. Il y a eu en loi rectificative, en loi de finances rectificative, un redéploiement, et je sais que ça va vous parler directement au cœur. Le redéploiement a été fait à l'attention des colos apprenantes, puisque l'objectif commun entre les deux, si vous me permettez l'argumentation un peu rapide, c'est la mobilité, c'est la cohésion. Et donc, le redéploiement a été de plus de 24 millions d'euros, je vous le fais de mémoire. Mais quand on voit aujourd'hui les défis de notre temps, plus que jamais, nous avons besoin, et il reste ça dans nos esprits, de faire que notre jeunesse, elle se sente unie, qu'elle ait le goût de l'engagement, le goût de l'effort, peut-être aussi lever la peur et le frein du départ de la maison. Un jeune sur deux n'avait jamais pris le train tout seul. Et en même temps, de venir corriger cette mixité sociale qui n'est pas encore parfaite au sein du SNU, c'est vrai. On a beaucoup d'enfants de fonctionnaires, on a beaucoup d'enfants d'enseignants, pour certains de corps en uniforme, même si ça s'améliore. On est passé d'un taux de nombre de jeunes qui viennent des quartiers populaires de 4% à plus de 7%, alors qu'au niveau national, on est à 9%. Les jeunes des lycées professionnels, on est passé de 14 à presque 17, mais on a 33% de nos jeunes qui sont en formation professionnelle. Moi, ma mission, réellement, c'est de faire que ce temps de séjour de cohésion, ce ne soit pas un totem, que le parcours de citoyenneté s'inscrive dès le début. Et ça veut dire la reconnaissance de la démocratie scolaire, ça veut dire l'engagement de lutte contre le harcèlement, ça veut dire les jeunes sapeurs-pompiers, ça veut dire nos conseils municipaux jeunes. Et finalement, c'est comment on construit un parcours de citoyenneté et donc de civisme tout au long de la vie, préparant finalement à ce grand moment de la majorité à 18 ans. Et puis, on peut se dire les choses de manière très claire. Nous avons besoin dans notre pays de conforter notre culture de la protection civile
face aux nouvelles conséquences climatiques, mais aussi par rapport à notre modèle de sécurité civile aujourd'hui. On connaît tous nos SDIS, on connaît la part et l'engagement de nos sapeurs-pompiers volontaires. Ça s'inscrit dans la continuité de l'engagement de ma collègue Marlène Schiappa sur la reconnaissance de leurs engagements a posteriori, lever des freins, l'accès au permis de conduire. On sait aujourd'hui que c'est un frein essentiel à l'accès à l'emploi et pour certains à l'accès même à la formation professionnelle. Et donc, l'ambition qui est la mienne, c'est évidemment, devant la représentation nationale, au-delà de présenter l'évolution du référentiel de compétences, puisque le SNU de 2019 n'est plus le SNU de 2022, de le présenter à la représentation nationale sur le fond et sur les projections. Et comme l'a rappelé le président de la République dans son discours à Toulon au moment de la présentation de la revue stratégique, il y aura de fait des arbitrages proposés et débattus évidemment au sein du Sénat et de l'Assemblée nationale pour l'avenir de ce service national universel, plus que jamais, moi je crois essentiel, puisque 9 jeunes sur 10 sont satisfaits ou très satisfaits après l'avoir vécu. Sur ce point, quand même, pour bien éclairer la Commission, on a entendu parler à un moment d'un projet de loi sur la généralisation du SNU. Est-ce qu'il est à l'étude ou pas ? Monsieur le Président, de manière très concrète, aujourd'hui, nous avons à l'étude 2 hypothèses, effectivement. Une hypothèse de généralisation en s'inscrivant dans le temps scolaire et donc en renforcement de l'éducation civique et morale. Et puis nous avons une deuxième hypothèse qui est également à l'étude, qui est augmenter l'attractivité du service national universel avec, par exemple, le financement du BAFA, le financement du permis de conduire ou encore la certification d'un certain nombre de soft skills. Évidemment, et la première hypothèse et la deuxième sera présentée à la représentation nationale pour choisir la voie, en tout cas, qui met le plus en réponse à notre jeunesse. Merci. Alors, maintenant, je vais prendre toutes les questions. Elsa Schalk. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames les secrétaires d'État. Alors, nous interviendrons à 2 voix pour le groupe Les Républicains. Je m'attacherai à répondre, enfin, en tout cas, à vous questionner sur le budget jeunesse et je laisserai mon collègue Cédric Vial sur la partie vie associative. Donc, le budget relatif à la jeunesse concerne principalement, finalement, en fait, les actions en faveur de l'engagement des jeunes, notamment sur la question du service civique et du déploiement du SNU. C'est donc sur ces 2 dispositifs que porteront mes questions. Je tiens au préalable à saluer le travail qui a été mené par notre rapporteur, qui a fait part aujourd'hui de plusieurs interrogations et que nous partageons en partie, notamment concernant effectivement le service national universel. Et nous avions déjà émis ces interrogations l'an dernier. Nous examinons finalement le premier budget jeunesse de ce mandat, un budget qui s'inscrit dans la droite ligne des années précédentes. Et à ce titre, je tiens à nouveau à exprimer d'emblée un regret, celui finalement du manque de lisibilité et de visibilité de la politique jeunesse qui est menée par le gouvernement dans son ensemble, parce qu'on voit bien la politique jeunesse, qui d'ailleurs avait été érigée en priorité par le président de la République, elle se retrouve éparpillée dans différentes missions budgétaires, sans que l'on puisse finalement percevoir la cohérence, mais également la vision d'ensemble que vous souhaitez pour les jeunes de notre pays. Ceci étant dit, il ressort de ce budget finalement que l'on pourrait appeler engagement des jeunes, une hausse des crédits, augmentation effectivement liée en très grande partie au déploiement du SNU. Le budget alloué au SNU augmente à nouveau cette année avec une augmentation de 30 millions d'euros par rapport à 2022. Nous assistons donc à une augmentation du budget, alors même effectivement que les objectifs qui avaient été fixés l'an dernier sont loin d'avoir été atteints. Là où le budget du SNU pour 2022 devait financer l'accueil de 50 000 jeunes, ce sont effectivement 32 000 jeunes qui ont été concernés par le dispositif, soit 18 000 jeunes de moins. Mais on voit bien aussi, au-delà en fait, des chiffres, que sur même les objectifs qui sont alloués au SNU, avec des missions qui sont très très différentes, il faudra pouvoir aussi concentrer pour pouvoir avoir une finalité et une réussite au bout. Donc mes premières questions, c'est comment expliquez-vous justement que le SNU n'ait pas rempli ses objectifs l'an dernier, malgré quand même les moyens très importants qui avaient été mis en œuvre ?
Pouvez-vous nous dire quel a été en 2022 le coût effectif par jeune du séjour de cohésion? Parce que je ne crois qu'on n'a pas ce chiffre à l'heure actuelle. Comment avez-vous fixé ce nouvel objectif pour l'année à venir de 64 000? Donc j'ai entendu un doublement par rapport à ce qui avait été réalisé, mais est-ce que c'est réaliste cette année? Notamment, je crois qu'il était prévu de recruter près de 9 000 encadrants. Est-ce que vous avez les capacités de répondre à ce besoin? Et effectivement, par rapport à ce nouveau budget, vous comprendrez nos réserves de nouveau, puisqu'il était question de généraliser effectivement le SNU. Là, j'entends qu'il y a deux voies différentes qui sont possibles et qui sont sur la table, mais je rejoins Monsieur le rapporteur sur la nécessité d'avoir un débat au Parlement sur le service national universel, d'autant plus que s'il y avait une généralisation à une classe d'âge dans son ensemble, le coût qui est évalué, qui apparemment est la fourchette basse, serait quand même de 1,7 milliard d'euros. Donc voilà sur la partie service national universel. Sur le service civique, je crois que nous sommes tous à saluer ce dispositif, notamment le travail de l'Agence nationale du service civique. C'est un dispositif qui rencontre un réel succès et qui d'ailleurs n'a cessé de faire ses preuves depuis maintenant 12 ans. L'augmentation des crédits pour ce budget qui est à saluer, cette augmentation, elle est quand même à relativiser puisque la moitié de la hausse concerne la prise en compte de l'augmentation du point d'indice notamment. Alors après, sur le fond même du service civique, on le voit notamment par un sondage Odoxa qui a été réalisé récemment. L'existence même du dispositif est connue par les jeunes. Il a une image qui est plutôt très positive, mais on voit bien en fait que beaucoup ne connaissent pas à la fois les modalités du service civique, ses contours, sa durée, sa réalisation, à la fois d'ailleurs dans le secteur public et dans le secteur privé. Donc on voit bien aussi la nécessité de communiquer encore davantage et notamment de pouvoir faire connaître les bénéfices qu'un tel dispositif pourrait avoir, notamment sur un parcours professionnel. D'où ma question, comment comptez-vous accroître justement sa valorisation ? Et peut-être une dernière question, puisque vous l'avez abordé, Madame la secrétaire d'État, dans votre intervention. Vous savez qu'ici, nous sommes particulièrement sensibles au fait que les jeunes puissent avoir accès au service civique dans tous les territoires. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur le développement du service civique en milieu rural, comme il l'avait déjà été question lors de l'examen du budget dernier? Je vous remercie. Thomas Dessus. Merci, Monsieur le Président. Donc, Madame la Ministre El Haïry, au-delà du quantitatif pour le SNU, dont le bilan est plus que mitigé, ça a été dit, je crois que vous avez une vision du SNU un peu abstraite. On peut reprendre quelques épisodes dont on a eu connaissance cette année. En juillet, une vidéo à Strasbourg montre 130 jeunes épuisés alignés dans la cour d'un centre SNU pour faire du pompe et du gainage. Plusieurs jeunes sont en pleurs et se plaignent de la douleur. La vidéo a été filmée par des encadrants responsables de la punition. Le 13 juillet, le Canard enchaîné a révélé que lors de la cérémonie du 18 juin, 31 jeunes participants au SNU ont fini aux urgences après avoir été laissés en garde à vous en plein soleil, en pleine canicule. Le 2 août, le compte Twitter de la police nationale du Bas-Rhin vante l'organisation d'un stage de menottage avec des jeunes du SNU, atelier dans lequel ils sont invités à immobiliser leurs camarades avec l'utilisation de menottes réservées normalement aux forces de l'ordre. Alors, ce n'est pas forcément des cas isolés, puisque pour moi, ils incarnent vraiment l'identité du SNU, à un moment qui se veut républicain, mais vidé de toute substance et qui devient un espèce de simulacre du service militaire dans le pire de ses dérives, le maniement des armes en moins, faux service et donc vraie caporalisation de la jeunesse. Mais le SNU n'est pas le seul outil de caporalisation de la société déployé par le gouvernement. Et là, je vais m'adresser à Madame la ministre Marlène Schiappa, excusez-moi. Vous venez de parler de faciliter la vie des associations. Il y a quelques mois, la loi confortant les principes de la République, dite loi séparatisme, a pourtant instauré le contrat d'engagement républicain que les associations doivent signer pour espérer obtenir un agrément, des subventions ou des avantages fiscaux. Alors le résultat est prévisible et le mouvement associatif avait déjà alerté au moment de l'étude du texte. En septembre dernier, le préfet de Vienne a appelé à retirer les subventions à l'association écologiste Alternativa en raison de l'organisation d'un atelier de désobéissance civile.
Les contrats d'engagement républicain deviennent des outils utilisés contre la liberté associative, la liberté d'expression et pour mettre au pas les associations militantes qui s'opposent à votre politique. On est loin de la lutte contre le séparatisme islamiste. Pourtant, la vitalité associative et l'émancipation de la jeunesse ne sont pas des menaces pour notre République. Alors, si nous sommes dans un momentum pour le SNU, profitons-en, finissons-en. Les crédits alloués au SNU, 140 millions cette année, avec un objectif de 1,5 milliard à terme, seraient mieux utilisés dans le soutien à l'éducation populaire, dont les crédits sont pour la deuxième année consécutive inférieurs à ceux du SNU. Ce serait un signal appréciable à toute notre société. Je vous remercie. Cédric Vial. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, alors, je suis désolé, je vais devoir vous laisser rapidement après, parce que j'assiste à un débat en hémicycle, mais je suivrai vos réponses avec attention en replay. Très rapidement, moi, je voudrais m'inscrire dans la continuité de ce qu'a dit ma collègue Elsa Schalck pour dire qu'on a un problème de lisibilité et un problème de visibilité, aussi bien avec la politique jeunesse, ça a été rappelé tout à l'heure, qu'avec la politique de vie associative. Je n'ai pas encore bien compris l'organisation qui est la vôtre. Je vous avais posé la question, Madame El Haïry, sur la plus-value que pouvait apporter ou les conséquences qu'apportait votre attachement également au ministère des Armées. Même chose pour Madame Schiappa. On sait que la vie associative, c'est quelque chose qui est organisé au sein de chaque mission, de chaque ministère. Cette vision un peu interministérielle que je pensais qu'on allait voir avec l'organisation de votre ministère, pour l'instant, elle reste encore très, très abstraite, voire absente, puisque chaque ministère, en tous les cas, sauf vous allez peut-être me contredire, chaque ministère aujourd'hui continue à organiser la gestion et la vie associative au sein des missions qu'il gère et de ses missions. Donc, je ne vois pas forcément aujourd'hui encore la plus-value qu'apporte cette nouvelle organisation. On pourrait parler aussi du FDVA, vous l'avez dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur les débats que mes collègues rapporteront aussi peut-être tout à l'heure, mais on a aussi là une perte de lisibilité puisque on a des fonds, alors c'est 8 millions, c'est pas énorme, mais on a des fonds qui sont apportés sans forcément qu'ils soient rattachés aux missions de la LOLF, et donc sans qu'on sache forcément à quelle mission est le concours. Et je vais dire, si je suis un peu provocateur, sans que forcément même ceux qui les attribuent le sachent, puisque ceux qui les attribuent aujourd'hui, ce ne sont plus des élus, c'est les préfectures, avec des services de la préfecture qui ne sont pas forcément les meilleurs connaisseurs des associations sur les territoires. Donc il y a aussi là une perte de visibilité et de lisibilité. Je pourrais parler aussi d'une perte de contrôle. Vous avez abordé plusieurs sujets, Madame Schiappa, mais à chaque fois, on est sur l'écume des choses. Le plus important d'une association, ce n'est pas ce qu'elles sont, c'est ce qu'elles font. Et on est à chaque fois sur une politique en direction de la structure, avec des vieux débats qui sont très intéressants, mais sur la reconnaissance de l'engagement, etc. C'est effectivement des choses qui sont importantes. J'espère que vous aurez des succès sur ces sujets-là, mais c'est des sujets qui ne sont pas nouveaux et on ne voit pas forcément arriver des recettes très nouvelles. J'ai deux questions, et je m'en tiendrai là. La première, elle concerne la charte de laïcité. Je voulais savoir si vous aviez un premier bilan de ce qui s'est passé sur le nombre d'associations signatrices ou qui ont refusé de signer et les conséquences que ça a pu avoir sur le soutien à ces associations. Et la deuxième, parce qu'on parle de budget de 8 millions du FDVA ou du programme jeunesse, mais aujourd'hui, il y a plus de 2 milliards d'euros d'aide sous forme de défiscalisation en direction des associations. Est-ce que sur ces 2 milliards, qui sont quand même la partie immergée de l'iceberg, est-ce que vous avez là aussi des éléments de bilan ou d'information qui nous permettraient de voir si, sur ces aides-là, on est sur la bonne voie ou s'il y a des améliorations qu'il faudrait apporter? Je vous remercie. Julien Bargeton. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames les ministres, de votre présentation et vos explications. Moi, je me réjouis, ça ne vous surprendra pas, d'un budget qui est en augmentation. Alors, certes, évidemment, c'est pour parfois des objectifs qui ne sont pas partagés, enfin, en tout cas, par tous ici, il y a eu des commentaires. Mais en tout cas, moi, je voudrais quand même souligner l'importance désormais de ce budget, de ce programme. J'insisterai sur un point qui n'a pas été beaucoup évoqué. Alors, certes, ce n'est pas un gros budget, puisque c'est 4,1 millions d'euros pour les centres de ressources et d'information des bénévoles, qui progressent quand même de près de 50%. Donc c'est une hausse très, très, très considérable sur un budget qui est
qui jouent un rôle dans l'écosystème important, puisqu'ils forment, ils conseillent, ils accompagnent les bénévoles et ils soutiennent leurs projets. Donc je pense que c'est un élément qui peut aussi être souligné. Et j'en profite pour demander peut-être, est-ce qu'on pourrait, quelle est votre vision sur l'application de la loi du 1er juillet 2021 en faveur de l'engagement associatif? Quels sont les fruits que porte cette loi pour vous dans les grandes lignes sur ce, enfin en synthèse, hein, je veux dire évidemment les éléments les plus importants, notamment parce que cette loi facilite la gestion au quotidien des associations par les bénévoles. Je terminerai par un commentaire qui est que moi je partage l'idée de contrat, et quand il y a une contractualisation, il y a des droits et des devoirs, et donc c'est normal que lorsqu'on est avec un partenaire, avec un tiers, eh bien, si on s'engage, les engagements vont dans les deux sens. Et donc, ça me paraît aussi nécessaire qu'en termes à la fois de visibilité, mais aussi d'action citoyenne, de responsabilité dans la société, eh bien, on demande également des engagements aux associations. Ça paraît naturel. Dès lors qu'il y a contractualisation, il y a forcément un ensemble de droits et de devoirs qui y sont attachés. Merci beaucoup. Céline Brulin. Merci, Président. Merci, Mesdames les ministres. Sur le SNU, vous nous mettez dans l'embarras, si je peux le dire ainsi, Madame la Ministre, parce que nous voilà à quelques jours de voter des crédits. C'est un secret pour personne que ici nous avons quand même depuis le départ quelques doutes sur ce SNU, que vous nous dites aujourd'hui qu'il ne répond pas ou très imparfaitement ses objectifs de mixité sociale, qu'il ne répond pas ces objectifs de cohésion nationale, et on peut le comprendre sur un si faible nombre de participants. Et vous nous dites, et je vous remercie de votre franchise, que vous êtes devant un choix qui est soit on le généralise, et on sait tous ici que c'est effectivement entre 1,5 milliard et 1,7 milliard de dépenses induites, ou, et c'est là que je voudrais que vous nous éclairiez davantage, on l'intègre au temps scolaire, je vais peut-être mal le dire parce que je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, via l'éducation civique et morale, qui est une matière où on fait rentrer quand même beaucoup de choses ces derniers temps. À chaque fois qu'il y a, je vais le dire comme ça, mais vous me connaissez désormais, chaque fois qu'il y a une nouvelle mode, on met ça dans l'éducation morale et civique. Comme on dit chez moi, vous nous en avez dit trop ou pas assez. Et donc, est-ce qu'il est vraiment utile que nous doublions encore les crédits du SNU, comme ça a été le cas toutes ces dernières années, pour que finalement vous tranchiez le sujet que vous venez de mettre sur la table dans quelques semaines ou quelques mois? Donc, j'aimerais avoir quelques éléments là-dessus. Sur la jeunesse toujours, alors je connais comme tout le monde ici le périmètre de ce programme 163, mais je ne peux pas, on ne peut pas, je crois, aujourd'hui évoquer la jeunesse sans évoquer un problème majeur aujourd'hui, qui est la conséquence de la crise sanitaire que nous venons de vivre, et qui est la santé mentale des jeunes. Or, mon inquiétude, c'est que je n'ai pas vu grand-chose dans le PLFSS qui vient d'être adopté. Je n'ai pas vu grand-chose dans le budget de l'Éducation nationale, et on a eu le plaisir de recevoir le ministre de l'Éducation nationale il y a quelques jours, et je n'entends pas non plus grand-chose aujourd'hui sur ce sujet. Or, ça me semble être un enjeu absolument déterminant. Sur la vie associative, je trouve que ce budget, alors je pourrais rejoindre des tas de choses qui ont été dites sur la lisibilité, sur le sentiment qu'on effleure des sujets, mais qu'on a du mal à voir des choses un peu structurantes. Je crois que ce budget mésestime aussi, là encore, les effets de la crise sanitaire sur un certain nombre d'associations. Pas toutes, hein. Il y en a qui ont très bien redémarré, profitant au contraire de l'appétence des gens qui avaient été privés de vie sociale pendant longtemps. Il y en a d'autres qui sont vraiment mal en point, et ça mérite, je pense, une réflexion et des mesures un peu structurelles. Et puis, sur l'inflation, les coûts énergétiques pour les plus grosses associations, mais l'inflation des prix des denrées du quotidien pour de nombreuses associations. Et je ne vois pas non plus beaucoup de
Enfin, c'est compliqué de dire aux responsables associatifs qu'il va y avoir, on les trouve toujours insuffisantes, mais des mesures en direction des entreprises, des mesures peut-être en direction des collectivités, des mesures en direction des citoyens, et puis pas grand-chose en direction des associations. Et puis dernier mot pour relayer, mais tout le monde connaît bien ces sujets-là ici, les attentes de booster les éléments de formation des bénévoles, parce qu'il y a vraiment beaucoup à faire de ce côté-là. Sur la VAE que vous avez développée, Madame la Ministre, je crois que les heures d'accompagnement qui sont consacrées sont insuffisantes. C'est hyper compliqué aujourd'hui pour un bénévole de faire valider des acquis de l'expérience, et je crois que les heures d'accompagnement sont insuffisantes. Et puis relayer, c'est mon dernier mot, le fait qu'il faudrait, je pense, revoir l'aide au poste FONGEP, l'aide poste par poste, parce qu'on est quand même là sur des niveaux qui sont assez faibles par rapport aux enjeux que ça représente pour les associations. Merci. Sylvie Robert. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je serai très brève parce que je m'associe vraiment aux propos de mes collègues. Écoutez, moi, je suis assez frappée de voir que la discussion que nous avions l'année dernière sur les SNU se répète encore cette année sans que rien ne change. Et que pire, les objectifs, et vous l'avez dit vous-même, n'ont pas été tenus. Et vous avez des objectifs qui sont l'année prochaine, certes, de doubler, mais à l'échelle, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas du tout l'objectif qui prévalait à l'origine, à la création du SNU. Donc, un moment où on s'interroge sur la question des finances publiques, où on voit bien que on est à la commission culture et sport, que dans le secteur culturel, sportif, on a besoin d'avoir des crédits supplémentaires, notamment par rapport à la question énergétique, par rapport à la question de l'inflation. Écoutez, à un moment, on se pose vraiment des questions. Et moi, j'ai une question très simple. Est-ce que vous voulez vraiment continuer le SNU alors même que l'évaluation, et ça fait quand même un certain nombre d'années que dans cette commission et à l'occasion des auditions que nous avons avec vous ou même les rapports budgétaires, on se pose des questions vraiment de la pertinence de ce dispositif. Donc ça, c'est vraiment une question, écoutez, vraiment que je me pose, eu égard à l'ensemble des observations que l'on a. Moi, je suis rapporteur pour avis sur le budget culturel. Je peux vous dire qu'à un moment, je m'interroge. D'autre part, sur la question de la vie associative ou même du service civique, je pense que, eu égard, et notre collègue Céline Brulin vient de le dire, eu égard à ce qu'on vient de vivre, et notamment les jeunes et les associations, même si dans un certain nombre d'endroits, oui, les associations ont repris, les adhérents, mais pas toutes, hein, vraiment pas toutes. Hein. Le secteur associatif est loin d'avoir repris son rythme de croisière d'avant la pandémie, hein, vraiment. Donc là aussi, je pense que même si les crédits augmentent, mais je ne sais pas s'ils sont à la mesure. Sur la question du service civique, l'augmentation de 4% n'est pas à la hauteur de l'inflation. Donc, alors même que les jeunes, là, on pourrait du coup leur permettre de réintégrer tout ce qu'offre le service civique, et singulièrement pour le secteur associatif. Moi, je m'interroge vraiment beaucoup sur les choix qui ont été faits. Et une fois encore, sur la question du SNU, vraiment, eu égard au budget énorme qui est en tout cas celui qui est proposé encore en mesure nouvelle sur ces 30 millions d'euros, j'aimerais que vous nous disiez vraiment ce que vous en pensez. Claude Kern. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les secrétaires d'État, je suis par là. Moi, par rapport à ce qui a été dit, je partage beaucoup de choses. Et contrairement à Julien Bargeton, je serai un peu plus nuancé en ce qui concerne l'augmentation de ce budget. Il y a certes une légère augmentation, mais comme vient de le dire Sylvie Robert, loin de l'inflation. Et surtout, le développement de la vie associative, ce budget, lui, est en légère baisse. C'est peut-être peanuts, mais c'est important. Ce crédit est quand même dédié au soutien de la vie associative, alors que le contexte actuel de crise impacte significativement le tissu associatif. Il faut savoir que ce tissu représente 21 millions d'adhérents, 13 millions de bénévoles et 1,8 million de salariés, soit pas moins de 10% des emplois privés. Je pense qu'il ne faut pas oublier ceci.
En ce qui concerne la sanctuarisation du FDVA, les crédits sont reconduits à hauteur de 50 millions d'euros, mais c'est un dispositif qui reste cependant, et vous l'avez dit vous-même, très complexe. Pourquoi ne pas flécher ce dispositif vers les élus qui ont une approche plus fine de leur territoire? Et là aussi, on note qu'il y a beaucoup d'instruments qui sont mis en place pour une stratégie globale qui reste floue et un manque de cohérence d'ensemble des politiques, eu égard au nombre sans cesse croissant de dispositifs. Il faudrait peut-être repenser et pourquoi pas simplifier. On a parlé du bénévolat et du compte d'engagement citoyen qui est censé l'encourager et le valoriser, mais ce compte voit ses crédits très largement sous-consommés et la dotation, donc pour 2023, est en forte diminution. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que ce compte a vraiment un impact sur le bénévolat? D'ailleurs, la Cour des comptes recommande d'examiner l'opportunité du maintien de ces dispositifs. Où en êtes-vous de ce côté-là? Et je rappelle que nous avons fait un certain nombre de propositions lors de l'examen de la loi démocratiser le sport, des propositions de mesures valorisant l'engagement bénévole. Comment les appréhendez-vous et n'est-ce pas le moment de les mettre en œuvre? Toujours en ce qui concerne le bénévolat, nous avons un temps fort qui se profile, ce sont les Jeux olympiques et paralympiques. Ne serait-il pas opportun de profiter de ce temps fort pour promouvoir justement le bénévolat aujourd'hui? En ce qui concerne l'action en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire, moi j'ai une question en ce qui concerne le dispositif mentorat qui a été créé en 2021, un jeune, un mentor, doté de 27 millions d'euros cette année. Est-ce que vous pouvez nous parler du bilan de ce dispositif? Où en sommes-nous? Et puis pour le SNU, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je rejoins notre rapporteur Jacques-Bernard Magnier. Je pense qu'il est opportun d'avoir un débat quant à son éventuelle pérennisation et surtout à sa survie. Et enfin, Sonia de la Provoté. Oui, merci beaucoup. Juste une petite question. Ma question s'adresse à la ministre, Madame la ministre en charge de la vie associative. Vous avez dans votre présentation évoqué Data Asso, qui est une start-up d'État. Vous savez, au Sénat, on est très vigilant sur ces fameuses start-up d'État. Donc, j'aimerais avoir des précisions sur cette start-up d'État Data Asso, qui a quand même récupéré toutes les données de toutes les associations en France et dont l'entreprise qui a mis en œuvre Data Asso est donc une entreprise Synaltic, qui a un certain nombre de partenaires, dont un certain nombre appartiennent à la Silicon Valley. Et donc, comme toujours, le RGPD n'étant pas le Cloud Act, il nous paraîtrait important de connaître les personnes qui interviennent dans la mise en œuvre de ce Data Asso, en dehors du ministère bien sûr, et dans quelles conditions les données sont préservées, conservées, ou précisément, et est-ce qu'il y a une réelle protection de ces données vis-à-vis des associations qui les ont fournies? Je vous remercie. Voilà, toutes les questions ont été posées. Je ne sais pas dans quel ordre vous voulez y répondre. Merci, Monsieur le Président. Alors, on va peut-être commencer par le service national universel, puisque c'est celui qui pose le plus de débats, le plus de questions. Et je pense qu'on peut revenir à la base même du projet. Le service national universel, quand il est imaginé initialement, il doit répondre à 3 enjeux. D'abord, augmenter la résilience de notre pays. Ça veut dire quoi très concrètement? Permettre de prendre l'ascendant sur des situations extérieures en créant la culture de la défense, en permettant à l'ensemble d'une génération de maîtriser les gestes qui sauvent, de permettre à toute une génération de s'approprier aussi une culture mémorielle et patrimoniale. Un deuxième élément qui est absolument essentiel, c'est de faire vivre un temps de mixité sociale et territoriale, ce que nous n'arrivons pas à faire en réalité en dehors. Aujourd'hui,
à quel moment un jeune, qu'il soit d'Île-de-France, un jeune d'Île-de-France rencontre un jeune d'une autre région en dehors du temps scolaire. Nous n'avons pas accédé à de la santé, avec un bilan de santé qui est qualitatif, un accompagnement de ces conséquences-là. Et enfin, comment on répond à la culture de l'engagement? Dans cette commission en particulier, et vous avez raison, ça va faire 3 ans qu'on revient sur un certain nombre de sujets, on se dit comment on fait plus de bénévoles? Comment on crée cette fougue chez les plus jeunes pour qu'ils s'inscrivent sur le temps long au sein de nos associations? Comment on fait pour soutenir les SDIS qu'on connaît chacun dans nos départements pour qu'ils aient des volontaires qui viennent s'engager? Comment on fait pour que, face au désarroi de l'engagement démocratique dans nos communes, il y ait plus de jeunes qui viennent dans nos conseils municipaux jeunes? Dans le fond, on pose ces questions et on se dit peut-être qu'en conjuguant des petits bouts de dispositifs, on y arrivera. Ou pas. Ou pas. Et donc le projet qui était celui du service national universel au début, c'est de dire il faut ce grand creuset républicain. Il faut un temps d'égalité réelle, d'égalité d'accès à l'engagement, quel que soit son territoire, quelle que soit sa situation sociale, parce que non, nos enfants n'ont pas accès de la même manière aux colonies de vacances, n'ont pas accès aux mêmes offres culturelles sur les territoires. Le capital social des parents fait que, malgré les aides de colo apprenantes, ils envoient ou pas leurs enfants. Alors, moi je viens pour le coup d'une culture éducation nationale, et donc ça a été, mais comment on fait le renouveau des classes nature, des classes découvertes? Bien sûr qu'on peut. Et bien sûr qu'on les soutient. Mais est-ce que ça permet à tout le monde de partir? La réponse est non. Les familles les plus aisées mettent leurs enfants en colonie de vacances ou en départ de séjour linguistique à Brighton. Et les familles les plus défavorisées, pour certaines, ne laissent pas leurs enfants partir. Ou si elles acceptent de les laisser partir, ils les laissent partir dans des dispositifs sociaux, où il n'y a pas cette mixité attendue. Et donc ce SNU, c'est cette promesse de, oui, une fois dans ta vie, en tant que jeune citoyen, tu auras la chance de vivre le premier départ, de vivre le départ de ton département, un temps de cohésion, d'apporter ce goût de la mobilité, mais aussi de lutter contre le non-recours, de parler de sujets qui sont difficiles à l'école aujourd'hui, de parler de la laïcité, du non-recours au droit, de parler du harcèlement, de parler du cyberharcèlement, du consentement, des sujets qui sont en réalité beaucoup plus faciles à évoquer quand on est en dehors de sa classe. Parce qu'il n'y a pas la pression de ses camarades, le contexte en réalité scolaire où on a un cousin, un ami, un voisin, qui fait que la libération de la parole n'a pas lieu. Ça, c'est le projet social du service national universel. Alors, ceux qui ont connu le service national de l'époque disent, à grand regret, « Oh, à l'époque, on rencontrait des gens différents, en tout cas, c'était la seule fois. On faisait des bilans d'illettrisme, des bilans de santé. » Bien sûr que cette question-là se pose aujourd'hui. Et on pourrait très facilement vous dire, vous savez, l'investissement dans la médecine scolaire nous permettra de répondre à tous ces besoins. Non, c'est les deux en même temps. Et l'opposition du développement du service national universel avec le soutien à l'éducation populaire est en réalité un faux débat. Jamais le budget de l'éducation nationale a été aussi important et aussi élevé. 3,6 milliards d'euros d'augmentation cette année. Le ministère des Armées a vu, lui, son budget augmenter de 3 milliards d'euros. Est-ce que le budget du SNU vient se substituer à notre budget? La réponse est non. Le service civique augmente de 20 millions d'euros. L'éducation populaire continue à être soutenue à plus de 15 millions d'euros. Et puis, je vais revenir sur un point peut-être essentiel. Quand je dis qu'un jeune, le séjour de cohésion, plus la mission d'intérêt général, plus la phase d'accompagnement, d'engagement supplémentaire, c'est 2100 € par jeune, puisque ça a été la question posée par Madame la sénatrice. Ce n'est pas 2100 € de dépenses sèches, c'est en réalité l'intervention d'associations d'éducation populaire. Et donc, c'est aussi une manière de soutenir cette éducation populaire. Allez dire à Léo Lagrange, au Franca, au PEP, qui interviennent dans ces séjours de cohésion, parce que c'est aussi le soutien de leur modèle économique quand on intervient dans leur centre de séjour, quand c'est eux qui, en réalité, permettre à leurs animateurs de venir encadrer ce magnifique séjour, que ce n'est pas utile ou que, dans le fond, ça ne répond pas à une question de cohésion nationale et cohésion sociale. Sur ce point-là, moi, ce que je vois, c'est que je reconnais la difficulté quantitative, elle est réelle. Mais est-ce que le SNU n'est qu'une question quantitative? La réponse est non. Aujourd'hui, si on regarde les analyses qualitatives du SNU, et donc les études de l'INJEP par exemple, 9 jeunes sur 10 sont satisfaits ou voire très satisfaits de ce séjour.
parce qu'ils vous disent j'ai rencontré des jeunes différents, j'ai appris des choses que je n'aurais jamais appris ailleurs, que j'ai découvert finalement le champ des possibles qui sera le mien dans notre pays, qui alimente aussi un goût en réalité de patriotisme, de fraternité. Cette fraternité, elle doit à un moment avoir un goût, des saveurs, des souvenirs. Alors il y a les jeunes qui ont la chance d'avoir des parents qui les mettent soit dans des colos, soit dans le scoutisme, soit dans le monde associatif, et les autres. On les regarde et on les laisse finalement vivre à côté de ces formes d'engagement. Ce n'est pas ma conviction. Et autant un séjour comme un projet comme celui-là, qui est un projet de société, oui, prend du temps. Et oui, demande un certain nombre de débats, bien sûr, mais il ne se construit pas tout seul. Et monsieur le sénateur Dossus, quand vous signifiez un certain nombre, pour le coup, de situations sur lesquelles on a pris des décisions immédiates. Les encadrants du service de Strasbourg ont été virés le lendemain de la prise de quand j'ai pris connaissance de ces informations-là. Comment on y remédie? Avec une formation plus forte, évidemment. Mais aussi, je ne souhaite pas qu'on reste sur la caricature de certains points ou certains cas. Il y a eu plus de 150 centres qui ont été ouverts, 32 000 jeunes l'année dernière qui ont vécu ce séjour de cohésion. Alors je ne laisserai pas imaginer que le séjour de cohésion ou le SNU est un échec. Non, c'est une réussite pour ces jeunes. Et je vous invite à les écouter, à les recevoir, à les laisser témoigner de ce qu'ils ont vécu. Ils seront certainement meilleurs ambassadeurs que moi de ce projet. Mais ce que je vois, c'est que quand on a conscience du défi aujourd'hui climatique et du besoin de créer cette culture de la résilience, oui, par rapport à ces jeunes qui aujourd'hui vivent de l'éco-anxiété et qui subissent d'une certaine manière le sentiment de ne pas pouvoir réagir. Demain, leur donner les moyens de réagir s'il y a une inondation dans leur commune, dans leur village. Parce qu'ils sauront s'inscrire dans une chaîne de commandement de la protection civile. Leur permettre d'avoir les premiers réflexes en cas d'incendie ou en cas de tornade demain face au risque de sécheresse. C'est leur permettre en réalité de s'inscrire dans un parcours de citoyenneté. Et je vous invite, mesdames, messieurs les sénateurs, au-delà des questions tout à fait légitimes sur le quantitatif, et je reviendrai sur les différentes limites, de discuter avec ces cadets de la gendarmerie, qui est la phase 2 du SNU, avec ces jeunes sapeurs-pompiers qui s'engagent, avec ces jeunes qui rejoignent la NACEJ, et donc les conseils municipaux jeunes, le souvenir français, qui viennent revigorer les cérémonies mémorielles sur nos communes, parce qu'ils ont découvert des choses qui jusque maintenant ne leur étaient pas proposées. Le SNU, c'est aussi un projet effectivement ambitieux, où on ne laisse pas l'engagement au hasard, où on cultive ce goût de l'accès à l'information, l'accès à son destin. C'est pour ça que l'engagement de la phase 2 et 3, eh bien, ça va jusqu'aux 25 ans du jeune. Et donc, pour répondre à ces enjeux, la mixité sociale, elle s'améliore. Ce n'est pas un échec, elle est en voie d'amélioration. Premier séjour de cohésion, 4% de jeunes qui viennent des quartiers populaires. Février 2022, 7%. Presque, on n'est pas loin de doubler. La moyenne, c'est 9. Plus de jeunes, effectivement, qui viennent aussi des lycées professionnels. Mais quand je dis que quand on a eu plus d'inscriptions que de jeunes qui sont venus au séjour de cohésion de l'année dernière, c'est aussi toute la transparence que je dois à la représentation nationale. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de séjours étaient pendant le bac de français. Parce qu'un certain nombre de séjours étaient aussi pendant les stages professionnels des lycées professionnels. Et c'est pour ça que cette année, les séjours sont aussi faits en février, en avril, dans des moments où des jeunes au parcours, qui ne sont pas des parcours de lycées généraux, eh bien, ont aussi ce temps leur permettant de s'engager. Moi, je ne peux pas entendre un jeune me dire « je souhaite participer à un séjour de cohésion », mais je ne peux pas, Madame la Ministre, parce que l'été, je travaille, ou j'ai un stage professionnel à faire, et donc, finalement, malgré ma volonté, je ne peux pas m'inscrire dans cette démarche. Ma mission et mon enjeu, c'est aussi de revenir après 3 ans maintenant d'organisation de séjour devant la représentation nationale avec un bilan, avec des témoignages, des parents qui témoignent de ces enjeux, mais aussi l'éducation populaire elle-même, qui aujourd'hui est partie prenante du référentiel de compétences que nous sommes en train de mettre en œuvre. Quand vous avez des grandes structures, des grandes fédérations qui vous disent « aujourd'hui, nous avons besoin d'une jeunesse qui repart en colonie de vacances, mais on a besoin de vivre le premier départ ». Le SNU est ce premier départ, entre autres. Et donc, conjugué avec l'éducation civique et morale, c'est simplement construire ce parcours de citoyenneté tout au long de la vie. En tout cas, du jeune citoyen. Concernant les différents éléments de résilience, nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin, je crois, d'aller construire aussi ce service civique nouvelle génération, déploiement complémentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire engager plus d'entreprises dans la meilleure connaissance des compétences acquises dans le service civique. Combien de jeunes encore aujourd'hui nous disent
Si j'avais su que ça existait, je l'aurais fait. Mais il y en a beaucoup trop. Le SNU est ce temps d'information permettant de découvrir toutes les formes d'engagement. Et si demain un jeune s'engage dans cette phase 2, eh bien, il prend pleinement sa part dans sa capacité de prendre son destin en main. L'objectif, plus que jamais, du SNU, et on aura évidemment l'occasion d'y revenir, Monsieur le Président, si vous le souhaitez, en rentrant sur le projet pédagogique, sur le référentiel de compétences, sur les évaluations sociologiques qui ont été faites par l'INJEP. Au-delà du point quantitatif, je vous assure, Mesdames, Messieurs les sénateurs, que plus que jamais, moi, ce que j'y vois, c'est une opportunité pour notre pays de construire de la cohésion nationale, de construire un nouveau pacte entre les générations. Et oui, un projet comme celui-là, percuté par un certain nombre de réalités Covid, de déploiement bien sûr, ne peut s'inscrire qu'avec la mobilisation de l'ensemble des acteurs éducatifs, associatifs bien sûr toujours, et aujourd'hui parce que je suis également rattachée au sein du ministère des Armées, et du coup ça répond d'une certaine manière à la question du sénateur Vial, nous avons besoin de répondre à toutes nos jeunesses. Et il y a une partie de la moyenne d'âge au sein de nos armées, c'est 23 ans. Donc permettre à des cadets, à des escadrilles air de l'armée de l'air, ou encore, je pense plus largement à nos lycées militaires, de permettre à toutes nos jeunesses de trouver simplement la place qui est la meilleure pour eux, parce que c'est là où ils s'épanouissent. Je crois que c'est ça la promesse républicaine. Ce n'est pas de créer de la hiérarchie comme on a beaucoup trop fait entre les lycées généraux, les lycées professionnels ou les lycées agricoles. C'est simplement de proposer à notre jeunesse le champ des possibles qui aujourd'hui est accessible et qu'ils s'épanouissent là où c'est fait pour eux, et donc l'inscription de ce projet, en tout cas dans un parcours. Ce qui m'amène en réalité à répondre aussi à la question qui a été posée sur le tutorat et le mentorat. Aujourd'hui, le tutorat et le mentorat a atteint plus de 100 000 jeunes qui ont été accompagnés. 27 millions de budget, un collectif mentorat qui a créé en réalité un écosystème qui permet d'accompagner des jeunes sur les territoires ruraux comme sur les territoires urbains, et qui a vocation, en tout cas c'est notre souhait, de doubler le nombre de jeunes accompagnés, parce qu'on voit à quel point, quand tu as une personne qui parfois te fait confiance, t'accompagne, ça t'ouvre parfois le premier emploi, ça t'ouvre parfois les conseils qui te permettent de lutter contre l'autocensure, mais aussi d'avoir cette oreille attentive qui te permet de ne pas être freiné dans ta vie citoyenne et professionnelle. Concernant également un sujet qui, je sais, tient à cœur, en tout cas à la représentation nationale, et qui a été répété plusieurs fois, sur quelle est la vision de la jeunesse. Aujourd'hui, l'effort budgétaire pour la jeunesse, c'est 100 milliards d'euros. Tout budget confondu. Enseignement supérieur, politique de prévention de santé, le chèque psy, les bilans de santé, les politiques vie étudiante, c'est 100 milliards. Mais quel est le document qui permet ça? C'est le jaune budgétaire. Effectivement, Madame la sénatrice, vous avez raison, le budget que je porte avec ma collègue Marlène Schiappa pose la question de l'engagement, et donc de la politique en faveur de la jeunesse, avec un biais, effectivement. Et ce jaune budgétaire permet la consolidation générale, mais il y a un outil qui peut être, je crois, encore plus musclé demain. C'est la clause d'impact jeunesse. Outil qui est doté, qui aujourd'hui est le fruit de la loi de 2016, et qui peut devenir en réalité encore plus ambitieux, sachant qu'en plus nos collègues, en tout cas mes collègues européens, portent la question du Youth Impact, c'est-à-dire la clause d'impact jeunesse européenne. C'est une chance pour aller chercher la priorité jeunesse partout dans l'ensemble des textes, dans l'ensemble des politiques. Parce que quand on pense une politique mobilité, il y a des conséquences sur la jeunesse. Quand on pense une politique hébergement, il y a des conséquences sur la jeunesse. Et donc, avant peut-être de poser ce débat dans sa globalité, je crois que la consolidation du budget se pose plutôt dans ce jaune budgétaire, et c'est pour ça que j'ai commencé mes propos par notre budget 163 est une fraction de l'engagement évidemment du gouvernement, mais plus largement de l'engagement de tous pour la jeunesse. Parce que je passe même pas, et je pourrais parler pendant des heures, de l'engagement des collectivités en faveur de la jeunesse. Conseils régionaux, conseils municipaux, conseils départementaux, jeunes à besoins particuliers, les jeunes de l'ASE, les jeunes qui dépendent de la PJJ, les jeunes qui aujourd'hui sont soutenus par les municipalités, le bloc communal, avec le passage du BAFA, le passage du permis de conduire. Voilà l'engagement aujourd'hui de notre pays pour notre jeunesse. Et donc, très modestement, la ligne 163 n'est en réalité qu'un petit bout du fruit de cet engagement en faveur des jeunesses de France, parce que plus que jamais, je fais le choix de ne pas parler d'une seule jeunesse, parce qu'elle est bien diverse, elle a des besoins particuliers, mais chacune a sa place, chacune a un destin à construire. Et plus que jamais,
construire cette fierté d'être français et donc d'être capable de lutter contre ces déterminismes sociaux par l'engagement, je crois, est le fil rouge de la mobilisation qui est la nôtre. Monsieur le Président, j'espère avoir répondu aux questions qui ont été principalement posées par les sénateurs. Merci. Madame Schiappa, peut-être pour quelques éléments de précision par rapport aux questions. Oui, merci, Monsieur le Président. Je pensais que nous terminions à 17h30 et j'ai un engagement derrière, donc je partirai à 17h50. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je suis bien sûr à votre entière disposition. J'ai un taux de réponse aux questions écrites d'environ 100% depuis le début du quinquennat précédent. Et je suis bien sûr à votre disposition si vous souhaitez qu'on se rencontre pour approfondir certains sujets. Mais je vais tenter de répondre à tout ce qui a été soulevé. D'abord, monsieur le sénateur Dossus, sur la question du contrat d'engagement républicain. Moi, je crois au contrat d'engagement républicain. Je l'ai porté en tant que ministre dans la loi lors du précédent quinquennat. D'ailleurs, il a été voté, donc c'est aujourd'hui un élément de la loi. Et donc, nous devons mettre en œuvre la loi qui est votée par la représentation nationale. Et ça a été le cas du contrat d'engagement républicain. Je veux dire que dans son état d'esprit, il a été conçu justement pour ne pas alourdir le travail des associations. En réalité, qu'est-ce qu'il représente en termes de formalité? Une case à cocher sur le CERFA. Donc c'est vraiment une case à cocher. Ça prend très très peu de temps que de pouvoir le faire. Donc ça, c'est un premier élément qui me semble fondamental. Dans son état d'esprit, il vise, comme ça a été soulevé d'ailleurs par quelques sénateurs dans leurs interventions, à faire en sorte de nous assurer de ce que nous finançons. On s'était aperçu à l'époque qu'il y avait des municipalités qui avaient financé par exemple le CCIF, organisation qui a été dissoute depuis. Et donc c'est pour éviter qu'on se retrouve avec ce genre de fait que le contrat d'engagement a été mis en place et voté encore une fois par la représentation nationale. Alors maintenant, moi j'ai eu comme vous sans doute, monsieur le sénateur, des remontées d'associations qui m'ont dit qu'au-delà de la case à cocher sur le CERFA, on leur demandait de le recopier ailleurs, d'en adresser des exemplaires signés pour telle ou telle formalité. Et ça, clairement, c'est un dévoiement de la loi, tout simplement. Donc nous, on a demandé à ma collègue, madame Sonia Backès, la ministre qui est désormais en charge du contrat d'engagement républicain, de bien vouloir réunir dans son ministère une réunion de point d'étape avec les associations. D'ailleurs, c'est un engagement que nous avions pris ensemble avec Sarah El Haïry au moment du passage de la loi. Et donc, nous avons demandé à notre collègue qu'elle puisse réunir ces associations pour faire ces remontées de mise en œuvre. Et s'il y a des problèmes, qu'on puisse y apporter des solutions. Très concrètement, pour l'exemple d'Alternativa, j'ai pris l'alerte du mouvement associatif, j'ai regardé ce dossier, il n'y a eu aucun retrait de subvention par Alternativa. Au demeurant, c'était la collectivité qui finançait cette organisation. Donc la cible, c'est bien véritablement le financement de l'islamisme radical, le financement de troubles à l'ordre public, c'est ce type d'action, et évidemment pas des associations qui me porteraient une ligne contraire à celle du gouvernement politiquement. Je peux vous donner des dizaines, voire des centaines d'exemples d'associations qui sont financées par l'État et qui critiquent dans leur plaidoyer l'action du gouvernement, y compris de façon virulente. Et c'est normal, j'ai envie de dire, c'est le fonctionnement de la démocratie. On n'a jamais donné une association dans les ministères dont j'avais la responsabilité en fonction de avez-vous un plaidoyer pro ou anti-gouvernement? Et encore une fois, les exemples, si vous les souhaitez, je peux vous en donner, il y en a légion. Donc véritablement, ce contrat d'engagement républicain, je vous invite à regarder cette réunion qui se tiendra pour voir comment on peut la mettre en place. Sur le volet interministériel, monsieur le sénateur Vial, oui, évidemment, le fait qu'il y ait un rattachement à Matignon donne cette impulsion interministérielle, mais je vous confirme que les crédits destinés à subventionner les associations secteur par secteur restent pilotés par les ministres. C'est la ministre de l'égalité femmes-hommes qui adresse les subventions sur le champ de l'égalité. C'est la ministre que je citais, chargée de la citoyenneté, qui adresse les subventions, par exemple, sur la question de la dérive sectaire. C'est au ministère de l'Éducation nationale ou au ministère des Armées qu'on subventionne les associations dans le champ de ce secteur. Nous ne subventionnons pas les associations pour leurs activités sectorielles. Nous subventionnons l'accompagnement à la vie associative, donc les têtes de réseau associatifs, la structuration de l'engagement associatif. Donc c'est très clair, et tout comme pour ma collègue Sarah El Haïry, ça représente évidemment une infime part des subventions qui sont adressées. Par ailleurs, je veux préciser que sur la question du FDVA, les préfectures connaissent parfaitement la vie associative. Je veux défendre les préfets, les sous-préfets et les agents de préfecture. Et d'ailleurs, les parlementaires sont présents au sein des collèges départementaux et participent ainsi aux orientations en apportant leurs éclairages. Et si
ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le signaler afin que je puisse le faire remonter aux préfectures concernées, parce que c'est extrêmement important qu'ils puissent être présents. Sur la question de l'énergie, moi je veux être très claire sur ce que vous avez dit, Madame la sénatrice Brulin. Vous dites que les entreprises sont soutenues, les citoyens, pas les associations. Je me permets de vous dire respectueusement que c'est faux. Au contraire, la Première ministre Elisabeth Borne, dans sa dernière prise de parole, tant sur le bouclier tarifaire que sur les aides face à la hausse de l'énergie, a bien inclus les associations. Et d'ailleurs, elle en a été remerciée par les têtes de réseau associatifs. Et nous étions à cet égard dans une grande banque alimentaire en déplacement où elle a réitéré cet engagement. Donc les associations bénéficient tout autant des aides et des boucliers, des dispositifs mis en place par le gouvernement pour les protéger face à la hausse de l'énergie. C'est important de ne pas leur dire le contraire, parce que sinon elles passent à côté d'un droit dont elles disposent pour être protégées face à l'énergie. C'est dans le budget y afférent en matière d'énergie, donc ça me semble très important. Monsieur le sénateur Bargeton, sur la loi de 2021, portée par Sarah El Haïry par ailleurs, je veux dire que l'une des mesures la plus importante, mais je parle sous son contrôle, la protection des dirigeants bénévoles en matière de responsabilité financière. Ça me paraît là aussi être indirectement un élément d'attractivité du secteur associatif. Beaucoup nous disaient cette responsabilité, elle nous pèse, elle est très forte, c'est un risque que nous prenons sur nous, Intuiti Personae. C'était une demande de terrain attendue depuis plusieurs années, qui a été portée et votée par la représentation nationale. Et moi, je trouve qu'elle porte ses fruits. En tout cas, en toute objectivité, ce n'est pas moi qui ai porté cette loi pour le coup. Je trouve que c'est une loi efficace qui est plébiscitée, en tout cas par les acteurs qui s'expriment sur ce sujet. En ce qui concerne la question de la start-up d'État Data Asso, Madame la sénatrice de la Provété, je vais vous donner les éléments dont je dispose. S'ils ne sont pas complets, je vous invite à pouvoir revenir vers moi, parce que je vous dis très humblement les éléments dont je dispose. Et peut-être on peut aussi organiser un rendez-vous avec l'administration directement si vous souhaitez qu'on vous montre peut-être plus en détail la manière dont fonctionne Data Asso et dont fonctionne la start-up d'État, si vous le souhaitez. C'est bien sûr tout à fait possible. Donc c'est un partenariat, il s'agit de données qui proviennent du greffe des associations. Donc ce sont des données publiques qui concernent ces associations, qui sont centralisées là et elles sont ensuite stockées au ministère des Affaires sociales. Ça fonctionne via une ligne budgétaire de fonctionnement numérique de la vie associative qui a doublé justement pour pouvoir avoir encore davantage de données. Et c'est, je crois, un outil intéressant alors qui doit être amélioré sur le volet promotion de la vie associative locale et notamment en permettant aux collectivités d'avoir un onglet véritablement dédié. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher des données confidentielles ou qui ne seraient pas connues, on va chercher vraiment de la donnée publique et à les centraliser à un endroit sur ce sujet. Alors, il y a des travaux en cours pour intégrer justement les associations qui ne sont pas au registre national en raison de spécificités. Je pense à l'Alsace-Moselle ou à la Nouvelle-Calédonie. Mais encore une fois, si vous voulez plus de détails, et je comprends par votre signe de tête que vous voulez plus de détails, on est à disposition avec l'administration pour convenir d'un rendez-vous pour qu'on puisse vous apporter techniquement tous les éléments de réponse que vous souhaiterez avoir. Je vous remercie. Bien, merci mesdames les secrétaires d'État pour ces réponses précises à nos questions et nous examinerons demain matin l'avis du rapporteur sur les crédits qui vous concernent. Merci beaucoup. Merci.